le premier des chapitres, le progrès en art comme une valeur, vous avez peut-être compris finalement que ce qui se jouait dans ce qu'on verra là, on a vu David, on a vu Géricault, et cette énergie folle que va admirer Delacroix, que voilà juste aujourd'hui. En contrepoint, Ingres, on va comprendre pourquoi il n'est pas. Mais il y a un zigouillis sur l'écran, ça on ne sait pas d'où ça vient. Alors, je disais, le progrès en art comme une valeur, on a vu avec David que cette idée de temps qui passait s'accélérait avec les révolutions, que la coupure romantique était une façon de valoriser les passions contre la raison. Et une des choses qui va avec ces épisodes, c'est une révolution toute simple qui est en sous-jacent, hein. C'est que il y a une révolution industrielle. Ce petit objet mignon date de 1820. On est en même temps que ce qu'on a vu juste avant, hein. J'en parlerai dans 3-4 cours avec cette histoire de design et d'architecture industrielle qu'on va voir. Cette magnifique boîte de conserve de Vissou, dans l'Essonne, vous voyez, elle a été fondée en 1877. Elle date de 1824, pas la boîte elle-même, mais le principe, le procédé. On verra un peu plus comment ce que vous avez entendu au collège et qui vous a saoulé, cette révolution d'abord avec des métiers à tisser qui permettent d'avoir des activités et une pratique multiple qui permettent d'accélérer les moyens de production. Question qui est dans l'air du temps d'aujourd'hui. C'est pour ça que cette question du moderne, elle est toujours pertinente. Comment, avec cette seconde révolution industrielle, on va là, je suis sur la première architecture de métal et de verre, on est en 1851, j'en parlerai plus tard. On est au musée des Arts et Métiers, qui est un très beau musée, 1852, une machine vapeur locomobile pour les travaux agricoles. Vous vous doutez bien que cette possibilité d'aller plus vite va être intéressante d'un point de vue production, mais elle va être intéressante aussi dans la façon dont, en contrepartie, des artistes, des peintres vont valoriser cette ancienneté, en fait. C'est le comme avant, puisque on est en train de vivre une révolution et une transformation dans la façon de faire les choses. Voilà, le Palais de l'Industrie de l'Exposition universelle de 1855 à Paris. Vous voyez l'échelle des humains, c'est pas un petit truc, hein. C'est pas une petite chose, et c'est dans cette expo de 1855 que sera célébré Delacroix comme le plus grand peintre vivant en France et dans le monde. Je vais vous expliquer en quoi. Et voilà, 1868, on est un peu plus tard, hein, la gare de Saint-Pancras à Londres. Il faut juste voir que dans cette révolution de David, de Delacroix, et ma dernière partie portera sur ça. Là, je serai vraiment que sur Delacroix aujourd'hui, je ne montrerai pas d'autres éléments de contexte. J'ai sous-titré la séance l'énergie de Delacroix au travail. C'est-à-dire, il va écrire des lettres, des textes, un journal qui est important, voyager, faire des dessins, faire des peintures, influencer beaucoup de monde. Et ce qu'on voit qui va dans cette idée de progrès en art, c'est que finalement, ce qui naît avec Delacroix, c'est que le travail, de chercher, remettre en cause, continuer son œuvre. Vous allez voir que ce que vous connaissez de David est finalement du début de sa carrière. Cette révolution industrielle, le bon marché, 73, c'est un peu plus tardif, mais le magasin du printemps de Paris, c'est dans ce cadre-là que Delacroix commence. Et même si sa formation initiale est plutôt c'est un dessin qui est tout à fait classique, hein, on ne peut pas faire plus classique. Les lutteurs, d'après Sifid Sodot le Jeune, qui est une copie d'un des fils de Praxitèle. J'ai trouvé ça sur un site de vente de dessins, vous pouviez l'acheter, c'est trop tard maintenant. Et ce qui m'intéressait, c'était deux choses à vous signaler, parce que ce jeune Delacroix est donc marqué par son dessin académique, et on va voir que très vite, il suffit de voir le plus ancien autoportrait de Delacroix en Hamlet, c'est quand même plutôt quelque chose qui a l'air ténébreux et enlevé comme procédé. Là, on a un dessin qui est très très fini, qui est très propre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que deux choses à noter qui vont nous servir si je fais mes 3 parties pour Delacroix. J'aimerais montrer comment cet homme devient une célébrité, comment il va influencer le monde de l'art et comment la bascule du
du néoclassicisme de David vers le romantisme va être entière avec Delacroix. Il va marquer tous les artistes autour, même après lui, en accompagnant, c'est la deuxième chose, cet orientalisme, cette idée d'un autre ailleurs. Et c'est là où je vais en venir ici, avec la Grèce n'est plus le repère. D'ailleurs, le voyage en Italie, en Grèce, comme les artistes le faisaient, c'était le lieu de la formation depuis le XVIIe siècle. Après cette Renaissance, voilà, vous avez compris, Renaissance, faire renaître l'Italie, la Grèce et la Rome antique. Et donc en Italie, on allait voyager au XVIIe pour voir des sculptures, voir les paysages qui avaient inspiré tous ces artistes. Et on faisait un grand tour, c'est le terme, hein, c'est-à-dire le voyage durait plusieurs mois ou plusieurs années et vous alliez au contact des œuvres pour vous former. La formation se faisait au contact de ce savoir-faire technique. Il n'y avait pas beaucoup de peinture, je vous le disais, et aussi de cette connaissance de l'ancien temps. Ce qui est intéressant là, c'est que c'est la deuxième partie. Voilà, on est une copie de ce groupe qui a été perdu, qui était apparemment le fils de Praxitèle, le grand sculpteur grec. Par contre, le dernier paragraphe dit quelque chose d'important qu'on va retrouver chez Delacroix, c'est que le combat est un thème qui est très cher à Delacroix. C'est-à-dire, on va voir Jacob et l'ange, on va voir des tas d'éléments qui sont toujours des espèces de luttes qui vont avec le graphisme de Delacroix. Donc, je voudrais montrer comment cet homme est connu et finalement, il est masqué par ce qu'on connaît de lui. Il y a tout un tas de recherches qui se font autour de lui, des choses qu'on ne connaît pas. Tout ce qu'il a fait de connu, c'est avant 1855 quasiment, et il y a encore presque 15 ans après où il va continuer à travailler. Alors, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'il est ami avec un merveilleux artiste peu connu anglais qui s'appelle Richard Bonington. Vous le voyez en haut, on est dans les années 1820, et il va ne pas aller en Italie, mais aller en Angleterre. Vous avez compris que c'est le lieu où le romantisme s'invente et le lieu de l'aquarelle. Une technique qui n'était pas forcément valorisée, était plutôt en accompagnement de dessin, elle était plutôt là pour mettre des accents ou des choses un peu toniques. Et Bonington est un merveilleux aquarelliste. C'est quelqu'un qui a un sens de la couleur, un sens de la lumière, qui va beaucoup marquer Delacroix. Et vous voyez que dans la formation elle-même, ne pas aller en Italie, ne pas se frotter aux œuvres antiques, mais aller vers l'Angleterre, là où l'esprit romantique dont on a parlé hier se pose. S'intéresser, deuxième chose, à la technique, une technique rapide, une façon d'observer la lumière, les effets. Voilà, je disais que le romantisme, c'était un intérêt pour les effets produits sur le spectateur. Ça va beaucoup passionner Delacroix et Bonington dans ces petites aquarelles. On en voit quelques-unes au musée du Havre, puisque vous allez le comprendre, il y a quelques œuvres de paysages de Delacroix, bien qu'on soit dans les années 1830-40, qui font penser à de l'impressionnisme de 1870. Ce Bonington est une merveille parce que là, il fait ce petit aquarelle à Versailles, puisqu'il vient à Paris. Il a une vie, comme souvent les artistes romantiques, brève, fougueuse et enlevée. On a des choses qui sont des petites merveilles. On a une école de l'aquarelle depuis longtemps en Angleterre. Et puis, dernière chose sur la formation de Delacroix, vous voyez la différence entre ces dessins qui sont des petits croquis rapides, des esquisses au fusain, la comparaison avec cette sculpture, on dirait vraiment deux choses différentes. La fougue, les courbes, voilà les traits, le gratté. Fusain, c'est comme un morceau de charbon qu'on frotte sur la surface, qu'on étale au doigt et qui va permettre de laisser des vides de clair et à la façon d'un peintre d'ailleurs, de travailler par masse plutôt que par trait. Et travailler par masse, c'est travailler globalement. Le trait, c'est plutôt les néoclassiques, c'est plutôt une fois que le trait est délimité et qu'on a quelque chose qui est assez fin, la couleur ne devient qu'un remplissage. Et vous voyez bien que l'opposition, comme on l'avait fait à l'époque baroque classique, couleur, tache, fougue, et de l'autre côté, dessin, rigueur, raison. On a le même type d'opposition. Et c'est ça qui fait qu'on va s'intéresser au croquis de Delacroix, qu'on va s'intéresser au dessin, aux recherches
qui vont même être beaucoup plus passionnantes quelquefois que ses œuvres. Là, j'ai 5 petits dossiers. La carrière de Delacroix, elle est très connue parce que très tôt, il comprend qu'il faut réussir au salon, c'est-à-dire chaque année a lieu une exposition. Vous voyez à la façon dont sont accrochés les tableaux. Hein. C'est un petit tableau, pas de Delacroix, hein, de François-Joseph M, qui date de 1833. Si tu es accroché, ben là, on reconnaît, peut-être pas vous, mais un Ingres, qui est un Ingres qui est à l'intérieur. Si tu as des petits formats, sinon tu risques d'être tout en haut. Voilà, être accroché au salon, c'est réussir, c'est avoir une carrière. Et si vous avez l'occasion de vous y intéresser, petite référence en passant, puisque j'aime bien vous proposer des choses à aller voir par ailleurs, cette présentation qui est très passionnante. Il y a eu une expo de Delacroix au Louvre et la vidéo qui présente cet ensemble dure 1 heure et quart. Sont vraiment des spécialistes hein, qui font cette vidéo, tout à fait facile à suivre, mais il sous-entend de Delacroix encore. C'est-à-dire que Delacroix, avec le bâtiment, avec l'œuvre que vous avez vue accrochée là, avec l'œuvre que voici, la Barque de Dante, qui dès 1822 va être un succès incroyable. On va regarder en quoi il y a peut-être quelque chose à voir avec Géricault. Parce que quand tu as Dante et Virgile qui essayent de quitter les enfers, ils font coucou, on ne reviendra pas. Enfin, on n'a pas envie d'y aller, mais quand il y a un monsieur motivé qui est en train de mordre la barque comme ça, il faudrait mieux regarder un peu autour de soi la façon dont les corps sont dessinés. On est dans une espèce de… Pour Michel-Ange, 2 siècles avant, on a parlé de terribilità, de quelque chose qui est très fougueux, très enlevé. C'est-à-dire que les muscles sont accentués, les postures sont presque difformes. Voilà, si vous êtes modèle vivant et que vous devez poser comme ça, ben, ce n'est pas le plus simple à faire. Tout est torsion, rien n'est rectiligne, rien n'est rangé. Tout est crispation aussi. C'est-à-dire que dans ce qu'on avait décrit du romantisme, on a la ligne courbe, la torsion. Vous voyez, les épaules sont dans un axe de cette orpheline au cimetière. Encore un sujet romantique. On a vu hier que les Anglais s'étaient déjà intéressés à ça. Son visage n'est pas dans l'axe de ses épaules, les bras sont dans l'autre sens, le regard est tourné vers le haut. On a une espèce de torsion comme un tire-bouchon. Voilà, rien n'est droit. Elle est hors champ, elle est en train de regarder autre chose. Et donc, de cette fougue, de cette énergie, de la pâte, de la couleur, Delacroix va faire une signature qui va marquer tout le monde, puisque cette barque de Dante va être achetée par l'État cette année-là. Et l'État français lui reconnaît un grand génie dès le début. C'est une entrée fracassante dans l'histoire de la peinture. Il est opposé à Ingres qu'on verra demain. Vous verrez à quel point ce sont 2 univers différents. On connaît moins des grandes natures mortes qui sont à la fois des études assez précises, poussées dans un environnement voilà, de chasse au loin, parce que c'est une sorte de nature morte de chasse juste avant, et avec un ciel un peu fougueux. Et puis, on va le voir juste après, cette mort de Sardanapale, 1827, c'est 5 ans après seulement. Une espèce d'Orient de rêve, puisque c'est la partie numéro 2 de ce que je voudrais aborder, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cet Orient qui est un autre ailleurs que cette Grèce qu'on avait vue jusque-là. Et puis, dans un troisième temps, on regardera que la troisième partie de la vie de Delacroix est de recherche est finalement tout aussi intéressante et elle montre ce travail au travail, si je pouvais dire ça. Alors celle-là, ben, elle est bien connue de tous ceux qui connaissaient les Francs. Je ferai vite, c'est que, eh bien, il y a les petits événements du 28 juillet. Voilà, vous allez sur le site du Louvre, il y a ce commentaire d'œuvre. J'irai vite. Je comprends pas trop cette œuvre en fait. C'est assez simple. Alors c'est très bien raconté. Hein, on en a fait un symbole. On pense quelquefois que c'est la Révolution française. C'est pas le cas. Delacroix, c'est quelqu'un qui vient. Il y a des doutes sur son origine paternelle, mais c'est quelqu'un qui a un nom qui est reconnu socialement, et donc il s'agit pour lui, en faisant carrière, de se faire son propre nom à lui. Il va avoir des commandes très très tôt. Je vais vous le montrer tout de suite. Et en fait, cette révolution, ce tempérament d'aller de l'avant comme ça est aussi une sorte d'idéologie. Ça va être récupéré très vite. C'est pas Delacroix est révolutionnaire en art, si on peut le dire comme ça.
voilà, il est témoin de l'événement, mais il est plutôt piéton et il est plutôt conservateur par certains points. Ce qui fait que je vous invite à aller plus loin en regardant ce petit texte qui est intéressant sur comment un symbole peut être récupéré, comment il peut servir à plein de gens différents, comment on peut s'y retrouver. Et sur cette deuxième vidéo que je citais sur le Louvre, celle-là, c'est plutôt sur ma troisième partie, sur le Delacroix qu'on ne connaît pas, justement, qui est moins connu. Et puis j'en profite quand je suis sur les sites là, vous avez le musée Delacroix et qui a un chouette site avec des chefs-d'œuvre qu'on va pouvoir découvrir en cliquant dessus, en lisant quelques petits trucs, quoi. Et me voilà revenu à ce Delacroix fameux, donc cette liberté guidant le peuple qui est aussi très tôt acheté, le Delacroix célèbre et qui a une idée de lui-même assez importante. On le voit dans ses carnets, dans ses textes écrits, qui connaît Chopin, donc tout l'environnement de la romantique est autour de lui. On peut le découvrir. Voilà, on oublie souvent, ce sera une des révélations dans la troisième partie, que la photographie, j'en parlerai dans quelques jours, est inventée depuis 1826, donc on est en 1840, le Delacroix, voilà la tête du monsieur. Voilà la tête enlevée. Alors vous regardez dans la façon de peindre aussi, hein, des choses enlevées, c'est-à-dire peu de matière, peu de couleurs finalement. Ocre jaune, une touche de blanc, ocre jaune, une touche de terre de sienne brûlée, ocre jaune, une touche de noir. On a la veste, ça c'est peint avec 4 couleurs, hein, c'est peint assez vite, c'est peint en 1 heure en un sens. Et voilà Chopin en dessin, voilà le portrait que fait Delacroix de Chopin, son image, et puis des commandes par l'État, c'est pas rien. 1848, la galerie du Louvre, voilà le Louvre quand même, il est vivant, il a une cinquantaine d'années, hein. Et voilà des décors. Alors c'est le mystère de ma troisième partie, c'est que le Delacroix qu'on ne connaît pas, c'est celui qui fait des grandes décorations un peu de tartignol comme ça, qui sont pas faciles à aimer, hein, qui sont pas faciles à tous ces personnages qui sont en torsion, toute cette énergie de la pâte qui fait que ça se retourne dans tous les sens. Il est fasciné par la peinture baroque, par Rubens, oui, si vous essayez de le faire chez vous, sur votre lit, cette posture-là, c'est même pas des poses qu'il faut tenir, hein, c'est un trampoline et encore, elle est presque en opposition avec cette pose qui est sur le côté. Le Delacroix qu'on connaît moins, c'est aussi celui qui va faire des fleurs, des grands motifs de décoration, des décors dans les églises. Dès 1855, il est invité dans cette seconde expo universelle. La première était à Londres, qui est là pour célébrer les grandes puissances coloniales, en se servant d'ailleurs de cet argent piqué et richesse dans les colonies. Mais le Palais de l'Industrie, ça réunit les deux choses que je vous ai montrées en introduction. C'est grand, c'est somptueux, c'est là pour montrer toute la puissance de ces sociétés européennes et de le montrer dans les sciences, dans la recherche. Vous voyez, c'est le Palais de l'Industrie. Mais pour la première fois, Londres ne l'avait pas fait. Palais des Beaux-Arts, des bâtiments qui ont été conservés, d'autres qui ont été détruits. Et quand on regarde le Palais des Beaux-Arts, quand on y entre, c'est là où on peut voir à quel point Delacroix a été très, très valorisé. On a la peinture anglaise, la peinture belge, la peinture prussienne, le bloc français, dans lequel Ingres, qui est le grand artiste avec Horace Vernet de l'époque, par contre, Delacroix, il a tout un mur. C'est vraiment, voilà, Ingres a 75 ans, Delacroix a 57 ans. Et le petit clin d'œil mignon, c'est que Berthe Morisot n'a que 14 ans. La génération des impressionnistes, vous voyez, 25, 23, elle arrivera après, hein. Impression Soleil Levant, c'est 1872. On verra qu'il y a une transition qui va se faire entre voilà. Le salon qui montre les travaux de Delacroix, c'est la reconnaissance publique très tôt. Et Baudelaire écrit des articles, puisque je vous disais que le monde moderne qu'on est en train de voir, c'est celui aussi de la naissance de la presse et donc du public. Il s'agit, puisqu'il y a un salon, de venir voir, de dire j'aime, j'aime pas, c'est nul, c'est une honte, on se moque du public. La presse est là pour ça. Et ça n'existait pas avant. Avant, une espèce de cooptation qui fait que cette idée de galerie et de vente se fabrique, par exemple, en Hollande au XVIIe siècle. On va commencer à avoir des endroits où on peut acheter des œuvres. Avant, c'est une commande, hein, c'est quelqu'un d'assez riche, l'Église, l'État, un noble,
qui commande à un artiste une œuvre, ou alors des choses à une échelle artisanale. Là, on commence à avoir, depuis le XVIIe siècle en Hollande, un marché qui fait qu'il y a des spécialistes de peinture de paysage, de peinture de paysage avec vaches, de peinture de marine, de peinture de portrait. Tout le monde, Vermeer, Rembrandt, tout le monde a sa spécialité. Tout le monde montre son travail dans des galeries et donc le public va pouvoir choisir ce qu'il aime. Si on demande à Vermeer de faire des petits intérieurs, c'est parce que c'est ce qui se vend, donc on va lui demander de continuer à le faire. Et donc l'importance de ces salons et du public et de la presse, et donc des articles de Baudelaire, c'est le métier qui se développe de critique d'art. Critique d'art dont on dit tout le temps qu'ils sont des artistes ratés et qu'on ne peut rien en faire. Ça, c'est l'époque moderne qui invente ça et c'est l'époque dans laquelle on est toujours aujourd'hui, puisque quand je reviens à ma banane de Maurizio Cattelan de cette année, voilà, le grand public se dit mais on se moque du public et comment les critiques ne peuvent pas être contre ça. Alors, en même temps, dans l'expo universelle, voilà, ce genre de choses exposées, Ingres, ça ressemble à ça. On voit à quel point Ingres déteste Delacroix. Il va tout faire pour qu'il ne soit jamais accepté à l'Académie. Pour lui, c'est vraiment l'ennemi absolu, le putois. Et on en parlera demain, mais c'est très marrant. Gustave Courbet, qui est plus vieux que les impressionnistes, il est tellement furieux qu'on lui refuse cet atelier à l'Expo universelle qu'il fait bâtir à côté du palais en bois et briques, un vrai truc, où il y a assez frais. Il expose une quarantaine d'œuvres, c'est-à-dire le succès public est devenu un des enjeux. Voilà, là, on est au cœur de l'époque moderne. La presse, la critique, qui a raison, qui a tort, quel est le bon goût. Avant, c'était le roi. David a détruit l'Académie et on commence à passer à autre chose. Donc, ce succès public, Delacroix ne le cherche pas seulement pour raccommoder une histoire en lui de valorisation. Il est aussi celui auquel on fera un monument. Et puis, je voulais vous montrer ça. La barque de Dante, elle sera copiée par Manet, par exemple. Donc, très tôt, par Fontaine-Latour, tous les jeunes artistes copient Delacroix. Ça, c'est ce qui est vraiment connu. La deuxième partie, et ça va se raccommoder avec Géricault avant, c'est que cette idée d'orientalisme, d'Orient, d'un Orient qui est très flou, hein, les historiens aujourd'hui commencent à se rendre compte qu'il y a une question de racisation, de trouver que des Noirs sont jolis à peindre et que, oh là là, comme leurs mœurs sont charmantes, que ce regard est orienté parce qu'on souhaite trouver d'exotique. L'exotique, encore, il y a 15 ans, ne passait pas pour une petite blagounette. Chez Molière, Le Grand Turc, avec François Morel, c'est une façon d'interroger qui est autrui, qui est un autre différent que moi. Et en même temps, une façon de s'en moquer quelquefois ou de nous faire réfléchir à l'importance, quelquefois, à la supériorité supposée de notre société. Et c'est le cas dans les lettres persanes de Montesquieu. Elles servent, l'exotisme n'est pas péjoratif, on pourrait dire ça de cette façon-là. Et je vous ai montré des élèves de David, comme Géricault et comme le baron Gros, que voici. Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa. Là, si on n'est pas dans l'actualité du jour, on a toujours un petit politique qui vient montrer qu'il n'a pas peur. Et puis, le perfide, puisqu'on va aller à Tanger, William Burroughs, l'écrivain américain de la Beat Generation, dit dans ses petites mémoires comme la peste, ça ne s'attrape pas, il n'y a aucun problème à toucher des pestiférés. Donnez-moi des pestiférés et je ferai chef. Voilà à quoi ressemble la bataille d'Aboukir. Voilà. Et il y a une sorte de glorification de cette conquête dans le monde arabe vers l'ailleurs, mais visuellement, puisque vous comprenez bien que ce sujet politique était une chose complexe et sur laquelle il faut lire, pas juste penser que ça a été un mauvais passage qu'on va oublier. Il est encore présent dans notre histoire aujourd'hui. C'est pour ça que cette époque moderne, on remonte à si tôt. On est en 1806. Le Chateaubriand dont on a parlé hier, il est aussi celui qui va de Paris à Jérusalem. Et le Byron dont je vous parlais hier aussi, c'est celui qui va et meurt à Missolonghi, en Grèce. Donc ailleurs, c'est ce qui va inspirer les artistes. Voilà, des femmes noires comme modèle, c'est très nouveau dans l'art. Et si vous avez l'occasion
regardez l'expo du musée d'Orsay, c'est quand même très récent, vous voyez, c'est en cours, vous pouvez y aller. Qu'est-ce que c'est que représenter quelqu'un d'autre qu'un modèle blanc comme la tradition visuelle l'avait montré jusque-là? En fait, quand on creuse, on s'aperçoit que ça n'a pas toujours été le cas. C'est plus compliqué que prévu. Comment c'est quand la France porte ses richesses à la civilisation au Maroc? Voilà, la peinture orientale et l'Orient rêvé de la Croix, puisque là, il s'agit du comte Démétrius habillé en costume sous yacht. L'Orient est assez large, hein. Il va de la Grèce, et là, on est sur les massacres de Kyo. L'Orient de la Croix, c'est une façon de faire le dépassement, vous l'avez compris, de la Grèce, de passer à autre chose, de s'intéresser à ces femmes nues. Alors, c'est ce que fera Ingres avec le côté un peu voyeur du monsieur, de montrer d'autres costumes, surtout d'autres couleurs, d'autres objets, d'autres parures. Et pour Delacroix, une façon de trouver des choses, de chercher dans, si on le dit comme ça, dans l'ondulation, dans la vrille. Je ne vois pas de trait droit dans ce petit croquis de lutteurs orientaux à cheval. Voilà, on est sur un petit croquis, voilà, crayon encre, 14 cm sur 18 cm avec une très belle petite tête sur le côté. Et ce qui va se jouer là, dans cette représentation orientale, ma deuxième partie, c'est de vous montrer en quoi de nouveaux modèles arrivent que ceux de la Grèce, dans un contexte qui est bizarre, hein, puisque l'industrie est là. On a l'impression que ces gens-là ne sont pas du tout dans cette société en train de se transformer. On va le voir arriver avec Courbet, avec Baudelaire, avec cette question du progrès, justement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui se joue là, c'est à la fois d'aller voir ailleurs, de changer les habitudes politiques, historiques, intellectuelles. Voilà, Delacroix va représenter la Grèce sur les ruines de Missolonghi. C'est une sorte d'allégorie, donc une façon de mettre le tableau d'histoire qui était normalement consacré, vous l'avez compris, à des faits anciens. Là, on est sur quelque chose de très concret qui est assez noir parce que le monsieur en bas à droite, il a l'air un peu pas frais quand même. Et ce qui va nous permettre de voir, alors, le mystère de l'objet Internet, c'est pour ça qu'il faut aller le voir en vrai. Voilà, la mort de Sardanapale 1, la mort de Sardanapale 2. C'est ni très blanc comme ça, ni très jaune comme ça. Voilà, je suis un peu ennuyé, mais c'est la vie. Ce que je voulais vous montrer dans cet Orient de la Croix, c'est toute cette tension, elle est facile à résumer. Toute cette torsion dont je vous parle, toute cette énergie dans cet autre monde, ben c'est facile à résumer. Vous ne pourrez pas trouver le sol. Il n'y a pas de sol, en fait. Le seul endroit où on pourrait penser que, puisque Sardanapale donne l'ordre de tuer ses chevaux, puis de tuer ses femmes, puis il sera tué lui-même, donc c'est une sorte de quête. On a l'impression que sur la droite, Michel-Ange aurait pu faire ce genre de structure. En même temps, la capacité de mettre ensemble des choses sensuelles, douces, et des sortes de. On a l'impression que c'est cool de se faire tuer au couteau, tout est tension. Et si vous regardez, c'est mon deuxièmement pour le commenter rapidement, le sens de l'emplacement du rouge, rouge ici, rouge ici, rouge ici, voilà, une oblique dans la composition, et puis rouge ici, rouge sur le bonnet, rouge sur le tissu, une oblique. Voilà, la composition va se faire sur des X, sur des décentrements, ce qu'on avait commencé à voir déjà. Tout est oblique. L'oblique du corps, de la main dans le fourreau, du corps qui appelle, l'oblique du lit qui est ici, l'oblique de la courbure rouge, vous voyez, on a une oblique qui est très très forte, et dans l'autre sens de même. Tout est torsion, tout est énergie. Et donc, ce qui va intéresser Delacroix dans cet Orient, c'est au cas où vous connaîtriez la formule, c'est la prise de la Smala par Abdelkader, et c'est en couleur. Un petit clin d'œil local, j'aime bien, je vous ai parlé de Chamarande hier et du musée Giraudet à Montargis. Narcisse Bercher, qui est un artiste des temples, dont on voit beaucoup d'œuvres, c'est l'orientaliste de la deuxième partie, en 1850, on est plus tard. Qu'est-ce qui va se passer qui fait que cet Orient rêvé va devenir concret? Eh bien, Delacroix va faire un voyage au Maroc qui va le marquer pour toujours, où il va s'en aller avec ses carnets. Voilà, il part en 1832, il arrive le 5 juillet, voilà, il rentrera le 5 juillet. Hein. Ça nous attend, ça, hein, le slow tourisme, c'est pour demain. Escale en Andalousie, voilà, il voit du Goya, en fait. Il découvre dans ces endroits-là la peinture qu'il aime. Il arrive à Tanger, qui est une ville qui a un caractère puissant de transition entre l'Orient et l'Occident.
Ses impressions sont enthousiastes et on va suivre tout ça avec des lettres. J'arrive à Tanger, je viens de parcourir la ville, je suis tout étourdi de ce que j'ai vu. Vous voyez le sentiment romantique qu'il y a dedans. Il faudrait 20 bras, 48 heures par journée pour faire une idée de tout cela. Il est stimulé, il est fasciné. Voilà, l'artiste romantique cherche à être ébloui, il l'est. Et il ne s'en remettra pas, il va passer sa vie à ça. À travers l'Orient, c'est l'Italie tant désirée qui se mettait là. Il dit, vous croyez à Rome ou à Athènes, mais les manteaux, les toges et 1000 accidents des plus antiques. Et voilà la petite nuance qui nous intéresse sur cette deuxième partie. On est au Maroc, on est dans autre chose, mais il y voit des drapés, il y voit des odalisques, des femmes que vous reconnaîtrez un instant après, les femmes d'Alger. Voilà, il aurait le droit d'entrer dans un harem. Il y a ce côté oriental, fantasme, caché, un autre monde, un autre ailleurs qui est en train de renouveler l'art. Mais il y voit aussi des traces des chevaux, de lutteurs, de couleurs, de draperies qu'on retrouverait un peu en Italie dans l'espace classique. Voilà, il rencontre un sultan, il a toute une traversée, il fait des notes et des croquis. Voilà, il est à Guadalquivir, il revient à Tanger et ça donne des merveilles, des merveilles. On pourrait penser, il y a un artiste merveilleux qui s'appelle Hugo Pratt qui fait des merveilleuses aquarelles comme celle-ci. Là, on a du croquis, une étude. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de ressenti de la lumière. Et voilà, des pages qui font que le carnet de voyage qui est devenu à la mode aujourd'hui, c'est un peu lui qui l'invente. Et c'est pas seulement… il y a de la narration, hein. On pourrait être dans un petit dessin de Pénélope Bagieux, de petites choses qui se baladent à droite à gauche. Vous voyez, le cadre est explosé, c'est plus une peinture, elle se rentre dans l'autre, l'écriture est dessus. Tout est mélangé, tout est mélange et ce mélange-là, c'est ça qui m'a fait parler pour cette séance de l'énergie du travail. Qu'est-ce qu'on ouvre des pages comme ça, on en a des facsimilés, on a envie de tout voir, tout lire, tout n'est pas écrit à la même vitesse. Oui, on a l'impression qu'il a rempli ça et puis après, il a mis des précisions, il met des notes de couleur. Tout va devenir important. Ça, c'est le voyage de 1832. Et ce que ça va donner comme résultat, c'est ça qui va fasciner par exemple Picasso. Voilà, un monde de couleurs qui n'était pas celui qu'on avait jusque-là sous les yeux. Mais un monde qui est aussi un fantasme. C'est ça qui me faisait vous parler du modèle noir et de la réflexion sur notre regard sur les anciennes colonies en France. Par exemple, Cléopâtre et le paysan. Elle a l'air autant Cléopâtre que moi. Et c'est dire, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu. Voilà, Médée furieuse, l'antiquité que choisit Delacroix, c'est celle de Médée qui va poignarder ses enfants. C'est quand même pas le sujet le plus calme et classique possible. Hamlet, parce que toute sa vie, Delacroix va lire Shakespeare, être passionné par Shakespeare. Voilà, tout est courbure, cassure, mais tout est toujours un peu oriental et surtout, c'est ce qui m'amène dans cette troisième partie, les esquisses elles-mêmes sont passionnantes. Voilà, on a un truc qui est abstrait, c'est juste quelques tâches, quelques répartitions. Ce qu'on fait quand on doit voyager, hein, on n'a pas le temps de tout faire. Et finalement, le tableau est presque moins intéressant. Il est presque trop figé, trop dessiné. Il fait presque imagerie. Il est trop de petits détails, trop de petites choses. Et là, quand on a une esquisse, on y trouve son compte avec notre regard de moderne, justement. Et c'est le paradoxe qui est intéressant, c'est que finalement, les études, les esquisses sont ce qui fait notre plaisir à découvrir. Vous voyez ces femmes d'Alger qui sont revenues dans une autre composition. Voilà, le même personnage qui a été esquissé en dessin, en aquarelle, peut se retrouver. Ça s'est toujours fait. Les artistes ont toujours travaillé avec des carnets de croquis et utilisé des matériaux qu'ils avaient sous la main pour les réutiliser plus tard. On voit ces translations-là. Par contre, dans cette chasse au tigre qui va faire scandale, il essaye de représenter un moment tout à fait épique aussi parce que faut tenir debout et les critiques vont trouver que c'est un peu trop enlevé et que c'est un peu excessif. Baudelaire va prendre sa défense. Voilà, il dit on vient chez Delacroix pour chercher des émotions austères, des souvenirs profonds, des idées fortes. La chasse au lion est une explosion de couleurs. Jamais pénétrèrent jusqu'à l'âme par le canal des yeux. On dirait que cette peinture, comme les sorciers, les magnétiseurs, projette sa pensée à distance. On ne se rend pas compte à quel point Baudelaire vient du romantisme. Et voilà la seconde version, en fait. Version 1, qui est au musée d'Orsay. Voilà, très intéressant. C'est déjà au musée d'Orsay. Donc, on sort du Louvre.
et Delacroix fait la transition vers l'époque de la fin du 19e. Et puis, le plus passionnant, c'est ça, bien sûr, c'est que entre celle-ci, qui est alors, est-ce que ça serait pas assez vraisemblable, c'est ce que disent les critiques, et puis celle-ci est entre guillemets plus posée, même si tout le monde est en bascule, le cheval à droite, personne ne sait où est le sol et quelle forme a le sol, mais c'est l'esquisse qui est merveilleuse. On a quelque chose qui est une tache qui vrille, voilà, on a des tournures qui fait que je vous garantis que si vous essayez de faire ça en peinture, ça va être très vite sale, très vite les couleurs vont se mélanger. Et là où c'est très bien géré, c'est, vous voyez, les obliques, là, ils composent sur une espèce de W jamais centré, des contrastes foncés, clairs, des torsions, et un élément qui passe devant un autre, qui passe devant un autre. Delacroix, c'est une sorte de recherche continue de cette énergie, en fait. Et c'est ce qui me sert de conclusion. Je vous rappelle, voilà, la lutte moderne. Vous vous rappelez que les premiers dessins qu'on avait vus, c'était des lutteurs, et le commentaire disait la lutte, c'est au cœur du travail de Delacroix. Alors, vous avez compris le principe, on est face à quelqu'un qui lutte contre la matière, qui lutte pour réussir, qui va se retrouver être un grand décorateur. Et là, pour les historiens de l'art que vous êtes en train de devenir, on a un problème, c'est qu'à partir de 1826, il fait des grandes décorations qui sont, je le dis de façon brutale exprès, moches. Là, il fait des choses. C'est une commande, alors il faut bien répondre à ce qui vous est demandé. Moche, pas dans le sens où j'aimerais pas, enfin, tous les mauvais goûts sont dans la nature. Les décors qu'on avait vus au Louvre, on lui commande au plafond de la bibliothèque du Palais du Luxembourg, c'est au Sénat quand même, dans les années 30-40. On a, on a Saint-Sulpice qui a été rénové pendant des jours et des jours, où Delacroix peint quelque chose, cette lutte de Jacob et de l'Ange qu'on voit ici, et dans un coin avec des personnages en train de se sauver dans un creux, on dirait qu'il veut occuper le creux avec ce qui lui reste, et surtout dans ce grand paysage, on a une espèce de mystère du décalage. La nature morte est merveilleuse d'ailleurs. Par contre, elle ne correspond pas au Delacroix qu'on croit connaître en fait. Ce Delacroix-là, c'est ce que la conférence du Louvre filmée d'1h15 que je vous invite à suivre montre, c'est que finalement le Delacroix d'avant 1855, c'est celui de la liberté guidant le peuple, de la barque de Dante, et, et pas le Delacroix de la deuxième partie de sa vie avec les fleurs, les décorations qu'on connaît peu. C'est pour ça qu'ils appelaient cette expo encore Delacroix, mais finalement on ne le connaît pas tant que ça. Il est devenu célèbre à toutes les époques. Ma conclusion, elle est simple, c'est que Delacroix, il utilise la photo. En fait, il y a un Durieux qui va être un photographe qui va lui fournir des modèles photographiques qui vont lui servir à dessiner. Et on a un artiste qui, de ce point de vue-là, moderne, c'est-à-dire qui utilise tous les matériaux possibles à sa disposition pour travailler. Et ça, on n'a pas cette idée-là sur un artiste un peu ancien. Delacroix, c'est aussi donc Baudelaire qui le défend et qui parle de la couleur chez Delacroix. Voilà. J'ignore s'il est fier de sa qualité de romantique, mais sa place est ici parce que la majorité du public, là, depuis longtemps, même depuis sa première œuvre, constituait le chef de l'époque moderne. On va voir que cette modernité, c'est pour ça que j'avais besoin de commencer tôt, elle vient dans sa gamme de couleurs, voilà, sa palette qu'on voit au musée Delacroix. On a des études de ciel au crépuscule, au pastel, qui est au Louvre. Qu'est-ce que c'est que ce sujet? C'est plus le paysage, c'est l'instant. C'est là où il est précurseur d'un impressionnisme, mais un petit filet, vous voyez comment Boddington l'a marqué, comment aller sur les chemins et essayer de saisir. Alors là, c'est pas très difficile à faire le pastel, il faut éviter de tout trop mélanger, mais par contre, ça va vite, le ciel, ça bouge. Peindre des nuages, c'est possiblement se retrouver… voilà, la mer à Dieppe, c'est une peinture qui est au Louvre, et on aurait facilement capacité à l'attribuer à Monet. Le jeu de touches virevoltantes, les formes qui disparaissent, et surtout les nuages qui n'ont plus de forme, et le coucher du soleil. 1852, Monet, c'est 1872. Voilà, le Delacroix qui nous intéresse, qui résume bien ça, c'est la photo, les études sur nature, le dessin. Regardez les dessins de Delacroix, c'est s'éclater. Les lettres où on voit toute la théorie qui est en jeu à l'intérieur. Voilà, les dessins, c'est des recherches rentrées dans le logiciel du cerveau du créateur. On le retrouve dans son journal.
voyez, écrit tout au long de sa vie, dans lequel il va mélanger les notes, les pensées. Je mets à exécution le projet formé tant de fois d'écrire un journal, ne pas perdre de vue que je l'écris pour moi seul, mais il sera publié. Voilà, le Delacroix en photo qu'on retrouvera dans 3 cours dans l'invention de la photo. Le Delacroix qui représente Michel-Ange dans son atelier, c'est-à-dire le Delacroix qui n'est pas qu'un artiste du visible, qui est un artiste qui pense sa pratique et qui s'amuse avec elle. Voilà, le Delacroix de la fin de la vie. On a un Delacroix qui ressemble pas trop à ce qu'on imaginerait, en fait, un Delacroix énergique, énervé. Et voilà, sa postérité, c'est de se retrouver copié par Fontaine-Latour, par Manet tout jeune, qui ont envie de l'avoir avec eux. Voilà pourquoi ce Delacroix dont je vous parle est résumé par l'énergie au travail. À demain.